Bonsoir et bienvenue à ce panel de discussion sur les marchés primaires. Vous êtes bien sûr au sein du Forum des investisseurs immobiliers présenté par le Collège MREX, un événement d'une journée qui se donne à chaque trimestre ici même sur les ondes de la chaîne privée du Collège MREX. Alors, j'aimerais bien sûr accueillir mes invités pour la soirée. Bonsoir, messieurs. Comment ça va? Bonsoir tout le monde. Merci. Salut. Bonjour. Excellent. Donc, on a ce soir 5 invités. Donc, ça va être un panel de discussion qui va être, je pense, qui va être extrêmement animé, pour ne pas le dire. Et on va surtout parler des marchés primaires. C'est le sujet de notre panel de discussion ce soir. Donc, les marchés primaires au Québec, bien sûr, sont Montréal et Québec. Je sais que certains pourraient peut-être s'obstiner et dire qu'il y a d'autres marchés primaires, mais il faut dessiner la ligne à quelque part, puis on a décidé d'y aller avec Montréal et Québec. Donc, on a 2 représentants du marché montréalais et 2 représentants du marché de Québec. Alors, je vais vous permettre chacun de prendre un 15-20 secondes pour vous présenter et dire dans quel marché que vous êtes. Alors, on va commencer avec Kevin Filion. Yes, on est même 3 de Québec, Nick. Ouais, C'est vrai. Mais c'est ça, moi, mon nom, c'est Kevin Filion. En fait, je suis investisseur, entrepreneur général, puis depuis quelques mois aussi, consultant en travaux d'optimisation, puis en travaux de rénovation de tout genre. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir. Excellent. Denis Gallico. Yes, Denis Gallico, ingénieur de formation, immigré de formation. Moi, je suis vraiment dans le secteur de Montréal et puis je suis investisseur à temps plein, à Montréal dans la construction neuve et puis développement, optimisation d'immeubles. Super. Olivier. Yes, Olivier Chabot de Québec. Je suis actionnaire avec 3 chums de l'entreprise Momentum Mobilier. On est rendu avec un petit peu plus que 300 logements à Québec. Super. Michael. Bonjour tout le monde, Michael Kirkton de la compagnie Immobilier Baron. Donc, on focus, nous autres, on travaille dans les marchés de Québec et de l'Ontario. Et pour le secteur au Québec, c'est surtout à Laval et à Montréal qu'on fait nos transactions. Et on fait le courtage pour tout ce qui est plus ou moins, on va dire, 20 logements et plus. Excellent. Donc, un courtier parmi nous ce soir. On aime ça. On va essayer d'être gentil avec toi, Michael. On veut que tu nous envoies des deals. Et on finit avec Pierre-Ly. Oui, Pierre-Ly, investisseur immobilier à Québec, entrepreneur général, associé aussi dans une shop de plongée à Québec aussi. Je travaille à temps plein dans l'immobilier. Puis je suis content d'être avec vous autres, les gars. Super. Bien, étant donné qu'il y a 3 gars de Québec, on va commencer avec Québec, même si c'est la plus petite des deux marchés primaires. C'est pas grave, ça reste que c'est la capitale nationale. Alors, une Charlotte à Québec, puis moi aussi, ben, même si je ne suis plus à Québec, ça reste que je suis un petit gars de Québec pareil. Donc, on va y aller avec ça. Pour les gars de Québec, qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce qui vous consomme présentement par rapport au marché de Québec? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qui nous consomme? C'est quoi la chose qui consomme vos pensées? Qu'est-ce que vous avez en tête? C'est quoi les enjeux majeurs à laquelle que vous pensez à tous les jours comme investisseur dans la grande région de Québec? Ben, c'est sûr que moi, en tout cas, je trouve que c'est un marché qui est vraiment agressif. Là. Clairement, on a vu une compression de TGA dans les 2 dernières années. Là, ça n'arrête pas. Là. Même là, il y a eu une hausse des taux d'intérêt, du moins des taux fixes, puis ça n'a pas du tout changé quoi que ce soit sur les transactions. Justement, ce qu'il y a sur le marché, sur Centris, nous autres, on le regarde même plus. Là, c'est vraiment difficile de trouver quelque chose qui fait du sens. Par contre, justement, il y a du bon. Là, si je regarde comparé à Montréal, nous, on n'a pas la meilleure plante. Donc, ça va quand même bien à ce niveau-là. Là. Les loyers, c'est bon, mais au niveau TGA, en tout cas, là, ça devient de plus en plus Bon, je pense que quelqu'un chez MREX avait écrit un article pour dire justement qu'il ne fallait pas s'attendre à ce que les TGA suivent les taux d'intérêt. Ça se peut-tu? Ouais, j'ai toujours été d'accord avec ça, mais on a la preuve aujourd'hui. Cool, excellent. Kevin? Effectivement, c'est pour ça qu'on n'a pas le même cadre légal. Je pense qu'on n'a pas le même spotlight non plus pour ce que vous avez parlé plus tôt dans la journée pour le côté abordabilité, relations sociales avec les locataires. Fait que je pense que c'est un marché un peu plus tranquille de ce côté-là, mais comme tous les marchés, c'est sûr qu'on constate la hausse des taux, puis
on se re-questionne en tant qu'investisseur en optimisation dans l'IOS, dans l'immeuble existant, c'est sûr et certain, parce que comme je parlais avec des partenaires dans les derniers jours, dernières semaines, on rame, on rénove, on crée de la valeur, mais on a l'impression que la rivière de l'autre côté va un petit peu contre nous. Puis quand on se tourne, on est au même point peut-être qu'il y a quelques mois. Fait que ça, c'est une réalité aussi dans nos leviers, en fait, dans ce qui va nous projeter vers d'autres projets. Fait que moi, c'est un petit peu là-dedans, c'est un petit peu les concerns, mettons, ce qu'on regarde surtout de ce temps-ci là, dans le marché à Québec. D'accord. Pierre-Louis? Ben, moi, de mon côté, c'est sûr que j'ai un parc qui est en phase de réoptimisation. Fait que j'achète plus tranquillement. J'ai un côté plus passif. J'ai l'actif. J'ai acheté un 5 logements cette année que j'ai mis dans le temps pour réoptimiser un peu plus tard parce que j'ai des projets justement de réoptimisation. Fait que c'est sûr que moi, mon œillère est différente un peu. On a des immeubles que ça fait quand même, étant donné que nous, c'est une structure qui est quand même assez familiale. Les parents, les enfants et les petits-enfants. J'ai des immeubles qu'on a achetés en 1980, en 96, en 2000. Fait que j'ai vu l'évolution du marché, les taux d'intérêt du marché. Fait qu'on a vu les plus-values, tout ça. Fait que moi, ça me regarde un peu moins là, par rapport à ce que les gars vous regardez au quotidien pour acheter. Puis c'est sûr parce que moi, j'ai un peu plus de jus dans mes immeubles étant donné que là, je vais réoptimiser. Mais par contre, si je regarde un petit peu ce qui se passe dans le temps, j'ai des immeubles où les zonages ont changé, plus facile au niveau de la ville, que je pourrais, que j'ai moins d'hypothèques. Fait que des fois, je me dis, crime, j'ai quasiment un terrain, est-ce que je construis? Fait que c'est là mon challenge, moi, par rapport à Québec. Puis, on a quand même misé sur des beaux secteurs. Saint-Roch, Saint-Sauveur, Saint-Malo, avec le tramway et tout ça, fait qu'on sent que ça bouge quand même. Est-ce que ça fait drôle pour vous, les gars de Montréal? Michael, tu es dans le transactionnel beaucoup, étant un courtier important dans la grande région de Montréal. Denis, tu es un investisseur de plus en plus actif. Est-ce que ça fait bizarre pour vous d'entendre les gars de Québec dire qu'ils trouvent que la région de Québec est agressive, dispendieuse, puis qu'on ne regarde pas... on ne regarde pas centriste alors qu'à Montréal, on le sait, là, il y a un 14 logements qui est mis en vente à Longueuil à 3,90 de TGA. 3,90, c'est quand il a écrit le petit morceau sol en haut à droite. Il y a 40 promesses d'achat en 3 jours. Pour parler, mais c'est sûr qu'il y a des challenges. Là. Moi, on est en grosse phase agressive d'acquisition, donc on fait 80 à 100 acquisitions par année. 80% de mes acquisitions sont sur Centris. Donc, les personnes qui disent qu'il n'y a pas de deal sur Centris, je continue à acheter sur Centris. C'est sûr qu'il faut être en mode stratégie. Comme on disait, Claude, il faut être en mode stratégie plutôt que tragédie. Si tu t'attends que le marché baisse ou que les taux d'intérêt baissent ou que les TGA montent, etc., tu ne feras jamais d'acquisition. Il faut juste être... Et puis, il y a aussi des bons côtés parce que, comme le disait Pierre-Lie, oui, il y a plus de vélos, et du coup, Valérie Plante nous permet de densifier un petit peu plus parce qu'une place de vélo prend moins de place qu'une voiture. Donc, on peut avoir vraiment j'irais densifier. Nous, on a fait un projet où on a enlevé 18 places de stationnement parce qu'on était proche du métro, puis on a monté un 12 appartements en arrière d'un immeuble déjà existant. Donc, ça, c'est sûr qu'il faut être vraiment en mode stratégie, en mode densification. Puis aussi devenir un pro du financement parce que c'est sûr que si on crunch un immeuble qui est sur Centris, on voit que ça va prendre 60% de mise de fonds. Puis, il faut devenir vraiment un expert dans ce domaine-là. Donc, tu parlais ce midi de la PHLEC, ça c'est un des domaines, mais il faut vraiment être à jour, s'entourer, avoir de très, très bonnes relations avec les courtiers, avec les courtiers hypothécaires, les courtiers résidentiels, multicommerciaux, et puis avoir des lunettes différentes que la masse. Super. Michael? Oui, donc nous autres, je crois que c'est comme de nous, la façon que je le vois, c'est que cette année, c'est une année assez intéressante parce que là, les taux hypothécaires ont monté beaucoup versus l'année passée. Et nous, à cause que ce qu'on vend, le produit qu'on vend, c'est quand même c'est des édifices où il faut mettre une grosse mise de fonds déjà. Et là, si je regarde les mêmes édifices dont on a fait des évaluations novembre passé,
versus maintenant, là, comme il faut que l'acheteur met une mise de fonds de 6, 7%, 8% de plus versus ce qu'on a calculé avant 3 mois à cause des taux ont monté. Donc ça veut dire que cette année, là, on voit qu'il va y avoir même moins d'acheteurs qui vont être capables d'acheter à cause que la mise de fonds va être même plus importante que l'année passée. Donc, je crois que, et bien sûr, comme vous savez, les TGA sont agressifs. Les vendeurs ne bougent pas sur le prix trop. Ils sont assez tough, comme on dit en anglais, sur les prix. Donc là, ça veut dire qu'il faut vraiment être sûr qu'on le met sur contrat comme il faut avec les bons acheteurs qui vont avoir la mise de fonds, l'équité requis pour avancer le dossier. Donc, je pense que cette année, ça va être une année clé versus, même si on recule 2-3 mois, c'est déjà intéressant de voir ça. Mais ça, c'est ce que ça me dit, Michael, c'est que ça veut dire qu'il y a peut-être une opportunité là, parce que si on disait que, exemple, ça prenait déjà une bonne mise de fonds, généralement, surtout à Montréal, encore plus, et que là, ça prend encore plus de mise de fonds, puis que ça vient un peu faire une séparation entre les enfants et les adultes au niveau de la game, d'un point de vue capital, d'un point de vue capitaux. Ça fait en sorte que peut-être qu'il y a une opportunité de dire, ben justement, ça rend ceux qui n'ont pas d'argent ou moins de capitaux moins compétitifs, si on veut. Puis que l'opportunité, c'est donc, si tu es un investisseur qui est capable de mieux se capitaliser, tu es meilleur pour lever des capitaux, trouver des partenaires, trouver plus d'argent, en réalité, il y a un peu plus d'opportunités. Parce que là, tu te bats avec moins de monde, essentiellement. Exactement. Parce que c'est quand même, c'est ça, il faut avoir tout ça déjà mis de place, parce que nous, comme sur nos inscriptions, quand on reçoit les offres d'achat, on veut voir la preuve de mise de fonds, une lettre bancaire, tout ça, tout de suite. On ne veut pas le mettre sous contrat, puis après ça, le vendeur, il y a un acheteur qui n'a pas les fonds. Donc, c'est pour ça que quand l'offre est acceptée, on veut voir la preuve de la disponibilité des fonds pour le cash down dans plus ou moins 2 jours ouvrables. Right? Donc, ça veut dire que quand on fait des tours, quand on montre les édifices aux investisseurs, on l'a vu déjà, comme pour acheter ce bâtisse, comme on a même maintenant, on va faire des tours la semaine prochaine. Comme sur une vente qui va être plus ou moins, disons, aux alentours de 18-19 millions, il faut avoir un cash down. On sait qu'avec les chiffres de la CSL va donner plus ou moins 12 millions, grosso modo. Donc, si quelqu'un va faire une offre d'achat à 19 millions, là, il faut avoir un cash down dont on parle de plus ou moins 35-40%. Ça, c'est avec la CSL. On ne parle même pas de conventionnel. Donc, c'est pour ça, là, il faut que les investisseurs soient équipés déjà. OK, qu'est-ce qu'on va faire pour sortir des fonds? Qui va être le cash down? Il faut-tu aller avec un prêteur privé pour le cash down? Donc, tout ça, c'est des montants importants. Donc, c'est pour ça, comme je pense que, et comme vous avez dit, comme quand on voit, comme les investisseurs, comme Denis, comme Olivier, les gens expérimentés, on va dire au client vendeur, écoutez, comme peut-être son prix n'est pas le best, c'est pas le meilleur prix sur la table, mais ils vont avoir l'expérience pour closer. Peut-être que quelqu'un d'autre peut avoir fait une offre qui va être plus haut, mais ça ne closera pas, ça tombera à l'autre. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment être vraiment organisé comme il faut pour faire l'offre d'achat, pour avoir mettre la main sur la bâtisse. Ça, c'est un très bon point, Nicolas, justement. Puis, d'un côté investisseur, là, il y a un livre là-dessus qui s'appelle The Speed of Trust de Stephen Covey, qui est comme la vitesse de la confiance. Puis, on dit que l'intégrité est primordiale, la confiance est abordable, puis que la confiance augmente la vitesse des affaires. Moi, quand j'appelle un courtier, par exemple, qui est sur une propriété qui est listée sur le marché, je lui dis directement, de façon très concrète, je notarie 90% des promesses d'achat que je dépose. Pourquoi? Parce que je fais mes calculs avant, j'ai ma stratégie déjà en place. Je l'appelle souvent juste pour avoir plus d'informations. C'est quoi la raison de vente? C'est quoi tout ça? Donc, j'ai déjà tout le package. C'est comme quand vous allez voir, par exemple, un courtier hypothécaire et que vous n'avez pas encore vos papiers qui sont prêts. Bien, ça démontre que vous n'êtes pas forcément encore assez sérieux ou mature dans votre stratégie. Et puis, c'est pas, vous pouvez acheter un immeuble par année ou 10 ou 15 ou 20. L'organisation, là, la réputation est extrêmement importante. Puis, tu sais, Olivier, je me rappelle, tu sais, quand vous avez, toi et ton frère, vous avez fait la meute pour la première fois parce que vous n'avez pas assez appris, fait que vous l'avez fait une deuxième fois. Ouais. La vraie réponse, c'est que vous vouliez faire le party avec nous autres. Là. C'est ça. C'était plus ça. Mais tu sais, je me rappelle, on avait déjà une discussion ensemble. Je pense que c'était-tu dans un restaurant à la Pyramide à Sainte-Foy, là, à Québec? Ouais. Puis, on parlait de ça, tu sais, justement, à quel point que quand tu commences comme investisseur, ben, les courtiers qui contrôlent le marché multirésidentiel, là, on ne parle pas des 3, 4, 5, 6, 7 logements, mais tu sais,
plus dans la game à Miquel, à Montréal, exemple, la game des Tommy Archambault, des Benoît Poulain. À Québec, on peut penser à des Francis Roy, puis à bien d'autres investisseurs, là, à bien d'autres courtiers, là, la gang chez Hervé et tout, mais la réputation devient très, très importante dans un marché agressif et tight. Là. Et qu'elle vient de le dire, si c'est qu'un investisseur a une capacité de closer puis qu'il a déjà vu que tu es capable de closer, tu es sérieux, il va travailler pour faire passer ton offre, même si ton offre est peut-être plus basse que quelqu'un d'autre. Tu vois-tu la même chose toi aussi à Québec, Olivier? Oui, puis la réalité, c'est que justement, dans la vie des investisseurs immobiliers, tu as comme deux catégories d'investisseurs. On en a parlé souvent, mais tu as les fameux propriétaires de bloc, qu'il n'y a rien organisé, ils ne savent pas calculer une valeur économique. Ils essayent de faire tout le temps un peu confiance à leurs conseillers, mais sans eux autres être conscients de c'est quoi les informations qu'il faut qu'ils détiennent. Puis tu as ceux qui veulent vraiment se démarquer, puis qui level up, qui essaient d'être plus sharp tout le temps que tout le monde, de tout avoir prêt d'avance, de tout, justement, comme Denis disait, d'être capable de closer 90% des promesses d'achat que tu déposes, d'être sérieux dans tes démarches. Ben, je pense que c'est ça qui fait la différence dans un marché comme on est là. C'est qu'il faut que le monde ait confiance que toi, tu vas mener à terme le deal. Toi, tu vas payer un prix qui a du bon sens. Tu ne vas pas essayer de couiller le vendeur à la dernière seconde ou quoi que ce soit. Fait que, je pense que. Mais c'est un couteau à deux tranchants un peu. Là, ce qui se passe sur la compression de TGA, c'est comme plus dur d'acheter, mais au final, les valeurs, ils sont plus hautes. Fait que, ça nous donne quand même un upside aussi. Si tu es capable d'aller augmenter tes revenus, ben, l'upside est encore plus gros. Fait que, exact. Ça complexifie, mais si tu es à l'affût, c'est comme Denis aussi, tu disais, que tu es informé sur tous les aspects qui peuvent avoir de l'impact sur tes investissements, c'est sûr que tu es capable de faire de quoi. Mais dans le fond, c'est la porte d'entrée qui devient comme plus serrée ou un petit peu plus difficile dans le marché actuel en demandant plus de cash down. Puis comme tu disais, Denis puis Olivier, oui, la réputation, la préparation, l'organisation. Puis la réalité, c'est que si les gens ne sont pas organisés, c'est les professionnels du milieu qui vont les tasser, là, que ce soit les courtiers ou les hypothécaires, courtiers immobiliers ou autres. Si tu n'arrives pas préparé, ben, tu vas juste pas rentrer dans la transaction. C'est pas que tu vas même pas l'amener à bout. Là. En tout cas, moi, c'est ce que je constate dans le marché actuel. Là. Oui, il y a la réputation, mais il y a effectivement la preuve des fonds, puis le sérieux de la démarche, comment tu es spécialisé, mais comment tu connais en fait ton marché, puis que tu es disponible à aller de l'avant de la transaction, puis qu'il y a des chances que ça se close, comme tu dis, Denis. Oui, c'est un très bon punchline pour commencer un appel, puis vendre ta salade. Là. Toujours une machine là-dedans, Denis. Ça, c'est autant vrai côté, là, on parle côté achat d'immeubles, transactions, tout le kit. Mais tu sais, Kevin, t'es un gars qui travaille beaucoup au niveau de la rénovation. Puis on sait qu'une grande partie de création de valeur dans le multirésidentiel passe par l'optimisation d'immeubles parce que les immeubles au Québec sont maganés. Là, tu sais. Mais de trouver des entrepreneurs, des sous-traitants qui vont ouvrir leur calendrier pour venir travailler dans tes immeubles, c'est aussi un enjeu de réputation puis de capacité de payer rapidement et tout ça. Tu sais, je veux dire, je parlais avec quelqu'un récemment puis il me disait ça n'a pas de bon sens. Me semble, là, une coupe tu sais, quand je faisais des rénaux dans le temps, là, on payait à 60 jours, 80 jours, il n'y a pas de problème. Je suis comme, tu sais, aujourd'hui, si tu n'as pas une feuille de route et une réputation dans le marché, là, le monde va te demander de payer 15 jours. Payer 15 jours sur le cash flow quand tu as des rénaux, là, c'est un suicide quasiment. Là, tu sais. D'avoir 30 jours, wow, c'est un cadeau du ciel parce que là, tu commences à avoir une petite réputation, mais ça peut complètement changer la rentabilité de ton optimisation, d'être capable de trouver des bons sous-traitants prêts à travailler puis qui vont donner des bonnes conditions au niveau contractuel versus tu réussis à trouver des sous-traitants, mais tu sais, c'est les seuls qui étaient prêts de prendre, puis c'est des deux de pique essentiellement, surtout dans le multirésidentiel, les petits multirésidentiels. On parle de petits entrepreneurs qui ne sont pas toujours super bien organisés ou super professionnels. Puis s'ils sont disponibles, des fois, c'est peut-être parce que c'est pour des mauvaises raisons. C'est là que tu as des mauvaises surprises dans les dépassements, dans la malfaisance au niveau des travaux et tout ça. Oui, ben, il y a beaucoup de choses dans ce que tu as dit, mais tu sais, je trouve que c'est ça, le rapport de force, c'est comme si la relation business est comme pervertie. Là, c'est toi comme client qu'il prouve que tu vas être un bon, pas donneur d'ouvrage, mais tu vas fournir. Un bon client. Un bon client, c'est ça. Je le dis, c'est sûr, je le dis tous les jours, les entrepreneurs, leur assiette est pleine. L'assiette est pleine. Fait que, du moment que l'assiette est pleine, si ça revient à ce qu'on disait pour les autres professionnels immobiliers, si tu n'arrives pas prêt, si tu n'as pas de devis, si tu n'as pas une très bonne idée de comment tu vas travailler, si tu n'as pas tes déboursés progressifs déjà prêts, si tu n'es pas sérieux dans ta démarche, tu n'attraperas pas les bons.
Puis là, après ça, il reste tous les pas bons, mais de ce temps-ci, même les pas bons sont bookés. Fait que, je veux dire, tu vas avoir de la misère à avoir des gens d'une façon ou d'une autre. Puis après ça, c'est d'être sûr de travailler avec les bons professionnels et les bons entrepreneurs dans ce genre de créneau-là. Puis les conditions de paiement, comme tu dis, la disponibilité des matériaux, les conditions de paiement aussi se squeeze. Puis c'est ça, il faut tirer son épingle du jeu là-dedans. Puis moi, le truc que j'ai, c'est que je donne énormément de job à mon entrepreneur, fait qu'il y a de la misère à facturer. Fait que c'est le même. c'est ça le truc que tu n'as pas le temps de travailler les factures comme ça. Tu t'étires un peu. Là. Il dit, je te fais ça cette semaine, puis finalement, ça vient comme 2-3 semaines plus tard. Fait que c'est comme ça que je tire le 30 jours, mais sans blague, oui, c'est sûr que c'est assez serré. Puis on aura sûrement la chance d'en parler ce soir, mais il y a aussi le fait que les optimisations lourdes, je ne sais pas, ça doit être un constat qui n'est peut-être pas exactement le même à Montréal, mais à Québec, on est quand même plusieurs investisseurs à se le dire, tu sais. Je pense qu'Olivier était passé par des projets comme ça aussi avec Momentum, mais est-ce que acheter un immeuble, rénover les 6 logements à 80-90 000 par logement, c'est-tu encore soutenable avec les coûts de construction qui sont partis en flèche depuis 2 ans? Est-ce qu'on va avoir les valeurs locatives à la fin? Puis là, comme on disait au départ, avec le marché, en fait, les taux qui jouent un petit peu contre nous dans les derniers mois, est-ce que c'est encore une bonne recette applicable dans les marchés primaires comme Québec? Là? C'est ça que je trouve spécial, c'est que c'est comme s'il faut qu'on décortique notre rendement parce que, tu sais, tu dis, il y a une hausse de taux, fait que, tu sais, notre récupération est moins bonne qu'elle était, on s'entend dans les refinancements. Par contre, le rendement, théoriquement, il est meilleur parce que ton TGA de sortie, il est plus bas qu'il était. Puis niveau revenu, ça dépend tout le temps où ce que tu es, mais tu sais, quand tu es dans un bon secteur, souvent, tu es quand même capable. Il y a clairement une demande pour du beau logement rénové. Puis les logements neufs sont rendus tellement chers que je pense que le rénové, il a clairement sa place sur le marché. C'est que le marché devient plus illiquide d'un point de vue équité. Ça va de soi avec le fait que les mises de force sont plus élevées. Donc, c'est normal aussi que les take-out soient plus illiquides, si on veut. Là. Puis quelque chose que j'en marque aussi, là, puis tu sais, Pierre-Louis, toi, ça fait longtemps que tu es dans le marché de Québec, mais tu sais, moi, je connais bien le marché de Québec également. Moi, je suis rendu à Sherbrooke. Je pourrais peut-être parler davantage dans le deuxième panel des marchés secondaires. Mais tu sais, ça reste que je vois le marché de Québec, je vois le marché de Montréal. Moi, j'ai un comparatif parce que je suis extrêmement agressif à Sherbrooke. Puis, je trouve que, on dirait que les loyers à Québec, là, ils n'ont pas tout à fait suivi les autres endroits dans la province. Tu sais, quand je parle à mes chums de Québec, puis je leur dis « Oh, oui, moi, mes 4,5 au centre-ville, en ce moment à rénover, je suis en train d'aller chercher du 14,50, 1,500$. » Puis, ben c'est ça, ils ont le regard qu'Olivier vient d'avoir, comme « Ah ouais, OK. » C'est comme si les loyers, il y a 2 ans, ils avaient comme pogné un plateau, ils avaient comme monté pas mal pendant une couple d'années, puis là, c'est vrai qu'on dirait que ça stagne un peu. Je pense que ça a un peu rapport avec le marché résidentiel. Tu sais, au Canada, il y a beaucoup de gens qui parlent d'une bulle immobilière et tout ça, puis tu sais, peu importe la perception que tu as du marché immobilier, force est d'admettre que généralement, à travers le Canada, les maisons ont pris beaucoup de valeur. Puis c'est drôle parce que j'ai vendu, moi, ma maison au mois de septembre 2020, quand j'ai déménagé à Magog. Moi, j'ai acheté à Magog juste avant que ça explose. Ma maison a quasiment doublé de valeur en 2 ans ici à Magog. Là. Mais à Québec, on a regardé ça récemment, les maisons n'ont pas vraiment... Cette explosion de valeur-là à Québec n'est pas arrivée au niveau du unifamilial. Puis il y a un lien entre les loyers et l'unifamilial. Tu sais, plus que l'unifamilial augmente, c'est clair que ça met une pression à la hausse sur les loyers parce qu'il y a moins de monde qui peuvent se payer une maison. Donc, il y a plus de monde qui sont pris dans les logements. Puis, toutes choses étant égales par ailleurs, ben, les loyers ont tendance à augmenter. Tu sais. C'est vrai aussi pour relocaliser les locataires, là, quand on veut faire des optimisations. Oui, il y en a qui vont passer d'un loyer à un autre, mais en tout cas, moi, pour ma part, j'en ai plusieurs qui seraient prêts à faire un move pour une maison, mais depuis 2 ans, comme tu le dis, Nicolas, oui, ça n'a peut-être pas explosé comme partout ailleurs au Québec, à Québec spécifiquement, mais quand même, les gens, soit par le côté médiatisé ou par le type de produit qu'ils cherchent, disent, écoute, j'y arrive pas, puis je pense pas y arriver cette année, fait que je dois rester dans mon loyer ici. Fait que c'est une réalité, mais à un moment donné, c'est toutes des vases communicants. Je pense qu'à Québec, à moins que j'ai une mauvaise lecture, mais il y a beaucoup de neufs, en tout cas proportionnellement, qui les développent partout. Fait que tu disais, Oli, il y a de la place pour le use bien fait, mais reste que le neuf devient une compétition directe. Fait que depuis 2 ans, ça se peut qu'on top aussi parce qu'à un moment donné, ton loyer rénové, tu ne pourras pas le louer 200 plus cher que l'immeuble neuf au coin de la rue avec les commodités qu'il y a d'inclus. Si le neuf ne pousse pas assez fort sur les loyers, ça crée un plafond qui n'est pas assez élevé. Là. En 2016, je ne sais pas si tous les tours à condo qui s'est construit, mais qui restaient comme pris,
Sont convertis en logement. Exactement, qu'ils ont viré en condo locatif. Ben là, tu sais, ça a comme pas brisé le marché, mais tu sais, ça a comme déstabilisé un peu. Puis là, on était comme un peu en compétition. Moi, je me souviens, en 2016, tu sais, je veux dire, louer un 5,5 là, à 1000$, là, c'était tough, là. Puis, tu sais, il était quand même... Non, mais tu sais, tu comprends-tu ce que je veux dire? C'est ça, là. Puis, je trouve que, tu sais, depuis, tu sais, ceux qui ont commencé à investir, parce que là, on parlait tantôt, récupérer nos mises de fonds, puis, tu sais, oui, tout compresse, mais, tu sais, moi, pour avoir vu le marché comme depuis quand même, tu sais, 20-25 ans, là, tu sais, que je vois ce qu'on fait là, avec la famille, puis c'est sûr que c'est différent un peu là, par rapport à. Là, je viens de perdre le fil de ce que je voulais dire. Là, je suis vraiment désolé. Là, mais je trouve que c'est difficile. Écoute, ça va revenir. Je suis désolé. Ça arrive. Juste pour. Tout ça, puis je voulais dire, mais ça va revenir. Mais justement, à Québec, je pense qu'il y a une affaire, je ne le sais pas, mettons exemple à Sherbrooke, parce que je suis pas allé bien souvent, mais tu sais, à Montréal, je pense que c'est plus un enjeu, mais à Québec aussi, la mobilité est vraiment. C'est facile de partir de Val-Bélair pour aller au centre-ville en 15 minutes. Puis à Val-Bélair, le gars qui va construire du neuf, son 4,5, il va louer 1200$. Ouais. Fait que là, toi, si tu veux louer le tien rénové à 1200$ à Sainte-Foy, mettons, ben tu sais, c'est sûr que c'est comme si là, tu compétitionnes avec l'autre parce que l'autre, il n'est pas tant loin que ça. Fait que tu sais, c'est quelqu'un qui veut vraiment absolument rester plus en ville. Tu sais. Fait que c'est ça aussi qui, je pense, qui fait une différence. C'est clair que c'est un gros enjeu versus Montréal. Ouais. Mais nous, ce qu'on regarde beaucoup, c'est qu'en fait, on se rend compte, on regarde, on va dans les océans bleus, là, plutôt que les océans rouges. Dans le fond, on regarde vraiment ce que recherchent les locataires. Et en ce moment, ce que les locataires cherchent, c'est des modes de vie plus accommodants. Donc, les tout inclus, les électroménagers, le Wi-Fi, etc. Et puis, avec la technologie, maintenant, s'il n'y a pas de Wi-Fi dans vos blocs, ça ne fait aucun sens. Les ouvertures de portes avec les téléphones, les suivis, et puis l'organisation aussi de la structure. Par exemple, nous, à chaque fois qu'il y a un locataire qui a un robinet qui ne marche pas très bien ou quoi que ce soit, il a un formulaire qu'il peut remplir sur Internet, joindre une pièce jointe, etc. Ça envoie une notification directement à l'homme à tout faire qui va planifier, qui va rentrer en contact avec lui pour planifier une visite, etc. Donc, il y a un service qui est, je dirais, plus hors norme. Puis, vraiment, je pense aussi, c'est de créer des espaces de vie uniques. Effectivement, je ne suis pas dans les tours à condo, mais on a plusieurs immeubles vraiment dans le centre-ville à Montréal, dans Ville-Marie. Puis, justement, par exemple, des immeubles de 1870. Puis les immeubles de 1870, dans le fond, on crée des espaces de vie sur des appartements à 2 étages. On a gardé les plantes de 14 pouces. On a gardé l'escalier architectural, etc. On ajoute des œuvres d'art. Moi, à chaque fois que j'ai une cour arrière ou une cour centrale, je mets des jardins communautaires parce que les gens aiment bien faire leur petit potager, etc. Les terrasses, les jeux. Donc, on crée vraiment des expériences de vie qui sont peut-être différentes, peut-être dans une tour à condo, là, pour faire un segue sur la compétition entre le condo et les immeubles de 1870 sont une âme. Ça, c'est très montréalais. Oui. Ouais, c'est très montréalais. Mais il y a aussi des vieux immeubles là, à Québec. Là. Je ne vais pas dire le contraire. Hein. Oui, mais je pense que peut-être ce que Nicolas voulait dire, c'est le fait de faire des aménagements et tout ça. Mais j'ai l'impression aussi, puis c'est pas une réalité qui est nouvelle, mais vous avez possiblement plus de place à faire des projets plus pétés, plus flyés, plus poussés. Je vois des projets passés où on a des espaces communs très, très, très rénovés, de la belle qualité. Ça, c'est le fun aussi pour un marché primaire comme Montréal, d'être capable d'aller chercher ça. Ça vous permet de vous différencier puis de mettre de l'avant que vous avez une touche de plus aussi que vos compétiteurs. Je ne sais pas si on a la place à aller aussi loin dans l'optimisation, que ce soit dans les logements que dans les portions communes ici à Québec. Mais c'est tout à ton honneur de le faire. Mais je me demande, puis ça, c'est un point intéressant, hein, les gars. Je me demande si Québec n'est pas victime un peu de sa mentalité de village gaulois versus Montréal. Tu sais, comme, pourquoi que personne ose faire ça? Puis je m'en rappelle, c'est drôle, parce que quand je déménageais de Québec il y a un peu plus que 2 ans, moi, j'avais une promesse d'achat sur un immeuble dans Saint-Roch. Puis d'ailleurs, c'était un immeuble assez âgé. Puis un peu comme Denis, moi, en fait, ce que j'allais faire, c'est qu'il y avait comme un espace commun. Puis je voulais faire une espèce de cour commune arrière, style un peu comme en Espagne. Pour les gens qui sont déjà allés en Europe, là, tu
tu rentres quasiment, on dirait un garage, mais tu rentres, puis finalement, ben, c'est une cour arrière, c'est pas un garage, tu sais. Puis je voulais aménager ça, puis je me rappelle, j'ai cédé la promesse d'achat, j'ai vendu la promesse d'achat, je l'ai flippé finalement, parce que je quittais Québec, puis je me suis dit, ouais, je suis en train de monter un gros parc à Sherbrooke, ça me tente pas de m'éparpiller, fait que je vais passer le projet, puis j'en ai parlé de cette idée-là, puis je me rappelle, j'en parlais de l'idée, puis le monde à Québec était comme, ouais, tu vas-tu vraiment faire ça? Tu vas-tu mettre ton argent là-dedans? On va juste rénover les logements, puis ça va être correct. Fait que je me demande si Québec, les investisseurs de Québec ne pourraient pas profiter un peu plus de cette audace, cette créativité-là, qui est peut-être un peu avant-gardiste, qui se passe comme à Montréal, parce que c'est plus une vie urbaine, parce que justement, tu ne veux pas y aller à Terrebonne là, ou à Mascouche ou à Saint-Jean-Richelieu versus à Québec. Oui, tu peux y aller à Val-Bé puis à Saint-Jean-Chrysostome, puis ta vie, elle va être correcte. Là. Mais c'est peut-être ça qui attirerait d'ailleurs le monde à dire ouais, finalement, je vais payer un peu plus cher, mais ça ne me tente pas d'être à Val-Bé. Je vais être au centre-ville de Québec ou à Sainte-Foy, puis je vais avoir, en plus de la vie urbaine un peu plus cool, mais je vais aussi avoir peut-être un endroit de vie un peu plus cool. Ouais, je pense que c'est une... Ouais, vas-y, Kev. Ben, j'allais dire, ça dépend de ton profil aussi d'investisseur. J'ai l'impression aussi que le marché actuel va commander d'être plus patient, en fait. Parce que oui, on disait plus de cash down à l'entrée, mais aussi probablement moins de levier net puis moins de reprise d'équité importante à court terme. Fait que peut-être qu'il y a des gens qui ont des portefeuilles comme, mettons, Pierre-Louis, qui sont placés et qui cherchent à l'optimiser de la meilleure façon, ont possiblement plus de marge de manœuvre pour créer, mettons, des choses un peu plus flyées, un petit peu plus pétées. Puis ceux qui sont toujours en stepping stone, là, ouais, c'est ça, à dire, écoute, il faut que je fasse le levier maximum, puis c'est toujours une question d'une pièce contre combien de plus. Fait que, je pense que ça dépend aussi de ton profil. Mais des fois, il y a des décisions, mais c'est ça, une pièce, un peu plus. Je pense que des fois, il faut peut-être oser d'essayer de se démarquer des fois, puis de laisser aller des fois le calcul. Puis je pense que les investisseurs à Montréal sont plus game de faire ça parce qu'ils ont plus confiance que le marché, d'un point de vue spéculatif, va apprécier, va prendre la valeur. Versus, je sais qu'à Québec, les investisseurs de Québec, on est comme un peu moins bullish sur la prise de valeur dans le temps du marché de Québec. Fait que peut-être des fois, on est moins game de mettre la pièce de plus parce qu'on est comme pas tant sûr qu'on va la récupérer. Alors qu'à Montréal, les investisseurs sont comme, ben oui, Montréal, ça va continuer à monter, même si c'est déjà cher. Puis on se base sur des statistiques quand même. Hein. On est pas... Je pense que ça va un peu aussi avec, tu sais, c'est quoi ton immeuble? Parce que, exemple, tu as un immeuble de 6, 4,5 standard à Limoilou. Je pense que c'est peut-être de rajouter, exemple, un jardin en arrière commun. Je ne sais pas si c'est tant un attrait, mais exemple, nous, on a des immeubles dans Montcalm que c'est beaucoup des 2,5, des lofts. On en a des immeubles qu'on a carrément fait des espaces communs à 3 places dans l'immeuble pour essayer que le monde, parce que c'est sûr, si c'est tout le temps, surtout avec le COVID, tu es toujours enfermé dans ton petit loft, c'est sûr, ça rend la vie moins agréable. Fait que là, bon, moi, tu as tes espaces communs, fait que si tu invites des amis ou quoi, tu as des places où aller. Fait que je pense que ça, c'est plus des immeubles qui sont propices à faire des trucs un petit peu plus flyés. Là. Si on regarde avec ça à Montréal, je crois que pour nous, comme vous connaissez Montréal, c'est que là, il faut vraiment être comme stratégique pour votre emplacement parce que si votre clientèle, vous êtes à Westmount, Outremont ou à Myland, ça c'est un autre type de clientèle que versus si vous êtes à La Chine, Villeray, Parkex, Antique. Là, comme, il faut être sûr que la clientèle va comme vouloir avoir des services extra parce que pour avoir le loyer extra pour récupérer les argents pour l'investisseur, souvent nous autres, qu'est-ce qu'on fait dans le courtage immobilier, c'est que là, comme le grand pratique de nos blocs qu'on met sur le marché sont du resell. C'est des blocs qui sont construits des années 40, 50, des années 60, peut-être 70. Donc, disons, partout, comme à la Chine, à Laval. Donc, ça, et souvent, ce sont des propriétaires qui ont été là depuis très longtemps. C'est des fois, c'est la famille du développeur qui l'avait construit avant 50 ans. Et c'est la première fois qu'il l'avait ici sur le marché. Donc, c'est sûr que ça, des édifices de même, c'est pas comme... oui, il y a beaucoup de potentiel pour la valeur ajoutée, mais il faut avoir un investisseur qui va avoir vraiment comme la créativité pour le faire parce que c'est comme et ça dépend aussi de l'emplacement. Donc, c'est pour ça que ça dépend toujours du vous êtes situé où et c'est quoi les logements. C'est des bachelors, c'est des 2,5, des 3,5. Donc, c'est d'un cas à l'autre, ça va varier.
Mais il faut définir son persona, en fait. Ça dépend dans quel secteur on est. Ça dépend le type de locataire, le type de logement. Est-ce que les personnes qui sont 2,5 restent plus seules ou vivent plus à l'extérieur? Est-ce qu'elles vont rentrer chez eux juste comme pour dormir puis vivre à l'extérieur? Est-ce que le 5,5, c'est plus familial? Et puis du coup, en fait, il faut définir le persona de locataire. Ça, c'est dans tout business. L'enjeu de la grandeur des appartements aussi, je ne sais pas par rapport à Olivier et Kevin, mais tu vois, j'étais à Montréal ce matin, puis j'étais allé voir un projet, un 8 logements, un 3,5 là, de 550 pieds carrés, loué 1300. Je veux dire, nous, à Québec, en tout cas, je vois pas ça. Là. Mais par contre, j'ai réussi à louer un appartement à 2400 piastres par mois. Mais c'est un 4 chambres, 8,5, mais on est capable de chercher de la valeur quand c'est original, ça sort un peu du moule. C'est là où notre vision doit comme agrandir, puis un peu comme on apprend dans le CMFE, dans le sens que peut-être que merger 2 petites unités ou de merger des étages qui fait que ça va amener quelque chose où ce que tu vas pouvoir aller chercher une valeur beaucoup plus grande à cause que l'originalité va être là. Les cours intérieurs, un peu comme tu parles. Ouais. Les terrasses sur le toit, moi d'ailleurs, ça fait, je pense, c'est 3 immeubles là, qu'on met les terrasses sur le toit. Puis, tu sais, économiquement, c'est pas la meilleure décision. Là. C'est un peu comme la cour intérieure. Là. Mais je pense qu'économiquement, sur le long terme, c'est une bonne décision. Puis c'est là que c'est tough hein, de comme balancer ce côté-là du court terme versus le long terme, parce qu'on sait que plus qu'on y va économiquement à long terme, ben plus qu'on tombe dans de la spéculation. On pense que c'est une bonne chose très long terme. Maintenant, seulement le temps nous le dira, alors que dans le court terme, on est plus capable de prévoir ce qui va se passer. Là. Je pense que cette créativité-là est importante. Puis les décisions également. Là, moi, je me suis rendu compte dans beaucoup de mes immeubles, je sais que c'est ni à Québec ni à Montréal, mais les 3,5, en tout cas au centre-ville, nous autres, ça allait moins bien. Puis tout d'un coup, je me suis mis à merger des 3,5 ensemble pour faire des 6,5. Puis incroyable, les loyers que je suis allé chercher, puis la demande qu'on est allé chercher, parce qu'il n'y en avait pas de 6,5 dans le marché. Ben, c'est créer des expériences, dans le fond. Encore une fois, créer un effet wow, créer une expérience. C'est comme on achète n'importe quoi, là, que ce soit sur Internet ou quoi que ce soit. Le fait de monter, de visiter le logement, puis de monter sur la terrasse, puis de voir, par exemple, l'Oratoire Saint-Joseph ou enfin, je sais pas, d'avoir la vue, d'avoir l'expérience, l'effet wow, ben, c'est ça qui fait qu'on sort du lot. Là. Ouais, des fois, c'est pas juste le loyer que tu vas aller chercher aussi. Il y a aussi la rétention puis ton roulement. Fait que, sur le long terme, si, exemple, tu as une belle terrasse sur le toit, est-ce que tu vas louer vraiment plus cher? Comme tu dis, peut-être qu'économiquement, c'est pas la meilleure décision dans le projet. Par contre, est-ce que le monde va rester là longtemps parce qu'ils vont être bien? Puis, ils vont apprécier leur chez-soi. Fait que, ils vont être contents de payer leur loyer. Il y a aussi tout ça à prendre en considération. Oui, puis ça me fait penser à un parallèle. Vous parliez ce midi avec l'aspect macro, là, que peut-être qu'il y aurait de plus en plus de petites unités. Comme Tommy disait, oui, on dit petite unité, on dit toujours, bon, c'est quelqu'un qui est mal pris et qu'il faut qu'il se dépanne, mais en réalité. Des 2,5, là. Oui, il va y avoir les séparations, il va y avoir les jeunes professionnels, il va y avoir les étudiants, il va y avoir la personne qui n'est pas matchée encore. Ça ratisse quand même assez large. Fait que si c'est une tendance assez lourde, ou en tout cas qui s'en vient, puis que le neuf suit ça, j'imagine que les espaces communs puis l'investissement dans, mettons, des guests plus long terme, comme tu dis, Nicolas, sur une terrasse ou un aménagement commun, comme tu fais, Oli, des choses comme ça, peut-être qu'on s'en va naturellement vers là. C'est ça la suite aussi de l'investissement. Puis, Nick, tu parlais de 6,5, justement. Ça, c'est une autre chose aussi qu'il faut penser, c'est que il n'y a jamais quelqu'un qui va faire un projet de neuf à Québec qui va faire des 6,5. C'est impossible. C'est aucunement viable. Fait que tout le monde, ce qu'ils font, c'est l'offre des 2, des 3,5. Fait que c'est ça qui fait qu'aussi, les 3,5 peut-être sont un petit peu moins en vogue. C'est juste parce qu'il y a beaucoup d'inventaire, parce que là, c'est ça que tout le monde fait, parce que les prix des terrains sont trop élevés. Fait que, puis plus que tu es dans un marché où que les maisons sont chères, je pense que ça fait encore plus de sens de faire des grands logements comme ça, parce que c'est une chose. Il y a des gens qui vont dire, ouais, mais tu sais, ton 6,5, là, mettons, moi, j'ai loué mon 6,5, là, je pense qu'on était à pas loin de 2000 $ par mois à Sherbrooke. Tu vas dire, ouais, mais crime, t'es capable de trouver des maisons où ton hypothèque te coûte 2000 par mois. Peut-être. Mais la mise de fonds est rendue, même en SHL, elle est rendue quoi? 30 000. Il y a bien des familles qui ne sont pas capables d'avoir la mise de fonds, mais qui seraient capables de payer leur hypothèque.
tu sais, souvent, on oublie aussi dans l'hypothèque, là, c'est bien beau une hypothèque, mais n'importe qui a une maison, là, tu sais, tes taxes municipales, tes taxes scolaires, plus ton Hydro-Québec, plus il y a toujours quelque chose de brisé dans une maison. Puis ta conjointe veut toujours quelque chose de plus beau, un peu, là, un plus beau luxe, ou tu sais, finalement, la tête de douche ne convient pas. Puis il y a de l'entretien. Tu sais, le gaz, moi, je tombe pas mon gazon, là, c'est sûr et certain. Peut-être vous autres, vous êtes plus des gars de hands-on que moi, là, mais tu sais, ça reste que de comparer et de dire ouais, mais tu sais, ça n'a pas de bon sens, tu peux avoir une maison à ce prix-là. Non, tu ne peux pas avoir une maison à ce prix-là. Là. Même si tu avais la mise de fonds, ça va te coûter plus cher que ça. Ton hypothèque de 2000, là, au final, là, ta maison, elle te coûte 3000 par mois. Là. Elle ne te coûte pas 2000 par mois. C'est ton hypothèque, c'est une partie, mais rajoute tout le reste par-dessus. Tu es pas mal plus à 2005, 3000 par mois. Là. Moi, j'allais dire pour les grands logements, j'ai l'impression aussi qu'il va y avoir une. Il y a deux situations. Il y a les gens qui se rematchent pour les familles, puis qui ne sont pas prêts nécessairement à acheter une maison, puis à se parquer, puis à dire, c'est ça notre environnement, c'est ça notre spot, c'est ça notre grosseur de maison. Les familles reconstruées, là, tu parles. Oui, ben exact. Fait que eux autres vont vouloir quelque chose de clean quand même, parce qu'ils ont un bout de chemin de fait dans la vie, puis ils veulent de quoi de propre, puis d'assez grand, puis qu'il y a toutes les commodités. Puis il y a ceux qui en ce moment ne trouvent pas dans le marché, comme on dit depuis tantôt, parce que le marché est soit trop cher ou l'inventaire s'écoule. Tu sais, à Québec, oui, c'est peut-être pas aussi fou qu'à Montréal, mais moi, des locataires qui me disent écoute, ça fait une couple de fois que je regarde pour des maisons, mais je n'ai même pas réussi à me rendre à une visite. Là. Fait que, pour le moment, je vais mettre ça de côté, mais peut-être ces gens-là, justement, vont louer un très beau 5,5 ou peut-être à venir 6,5 même à Québec en se disant on va faire 2 ans là, on va attendre que ça se calme, qu'il y ait plus d'inventaire ou du moins que moins de folie sur les achats. Fait que, je pense qu'il pourrait peut-être avoir de la place pour des plus grands logements dans nos 2 marchés primaires, en tout cas dans les années à venir. Là. Je pense qu'il y a beaucoup de monde aussi qui, honnêtement, ils sont incapables de ramasser une mise de fonds. C'est même pas une option d'acheter. Puis je pense aussi, depuis qu'il y a eu la COVID, il y a beaucoup de monde qui sont restés chez eux. Puis là, tout le monde s'est mis à trader en bourse. Fait que tu as aussi une autre catégorie de monde qui, eux, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent l'argent qu'ils ont et essayent de l'investir dans le Bitcoin, dans ci, dans ça. Fait que d'acheter une maison, tu sais, des fois, surtout quand les maisons ont monté de 20% l'année, les 2 dernières années, est-ce que c'est vraiment une bonne place où aller parquer ton argent? Et je pense qu'il y a ça aussi qui vient rentrer dans toute la dynamique. Le YOLO était présent avant le COVID, tu sais, où les gens sont comme ouais, je n'épargnerai pas de maison, j'aime bien mieux voyager, puis être flexible, puis mettre cet argent-là. Puis ça, c'est vraiment un bon point, Ali. Le fait que, tu sais, à cette heure, là, le nombre de personnes que je rencontre, mettons en bas de 25 ans, là, qui mettent des milliers à chaque mois, genre dans les NFT, puis dans les cryptos, puis dans Wealthsimple. Tu sais, c'est tellement rendu facile de faire tout ça. En plus, le YOLO va revenir. Là. Le COVID, c'est fini. Là. Je veux dire, moi-même, je pense que je voyageais 8 fois par année avant le COVID. Là. Je pense j'ai 2 ans à rattraper. Là. Fait que ça veut dire que je vais aller à 12 fois par année là, à partir dans pas long. Mais j'imagine aussi que ces gens-là, de ces âges-là, vont probablement aussi vouloir beaucoup, beaucoup voyager, beaucoup, beaucoup sortir au resto parce qu'on nous a empêchés de vivre pendant 2 ans. Ces gens-là, ben, ils n'iront pas épargner pour s'acheter des maisons. Fait qu'ils vont rester justement dans les logements. Puis on l'a entendu ce matin, l'immigration est en train d'augmenter drastiquement. Les immigrants vont où? Ils vont vers des logements. Exact. Ben déjà, je ne sais pas si vous avez reçu les chiffres de la SCHL. Là, ils ont sorti, je pense, cette semaine ou la semaine passée. Puis, tu sais, à Québec, justement, il y a eu 4000 logements de plus, avec à peu près 4% de plus d'inventaire. Puis le taux d'occupation, il a descendu encore un peu, il est rendu à 2,5%. Fait que c'est clairement... C'est clairement, la demande plus locative n'est clairement pas en train de descendre. Puis il y a un point aussi qu'on a mentionné ce matin, ça va peut-être plus affecter Montréal que Québec, mais tu sais, ce que Christian Bordelot appelait l'effet Friends. Tu sais, l'émission de TV Friends dans le temps, là, qu'il était 8 habités dans un logement, là, puis il y en avait une qui avait un bébé, puis l'autre avait une blonde, puis toute l'équipe. Mais tu sais, ça, de plus en plus, cette culture, elle n'aura pas le choix. Là. Les gens ont bien beau crier sur tous les toits que les logements ne sont pas abordables, puis c'est ça, puis tu sais... bref, il y a plusieurs manières de voir cette espèce de débat-là, mais essentiellement, les logements continuent à augmenter en prix, puis les gens, quelque part, n'ont pas le choix de se dire, ben, peut-être que, tu sais, tu as 24 ans, là, puis tu as une job qui ne paye pas pire, ben, peut-être que tu n'as pas le choix d'aller vivre avec des colocs, tu sais, il n'y a rien de mal là-dedans. Je veux dire, le logement est un besoin dit fondamental. Je ne pense pas que vivre tout seul, c'est un besoin fondamental, par contre. Puis peut-être que c'est ça qu'au Québec, il va falloir qu'on finisse un jour par accepter, qu'on le veuille ou non. Là. Puis c'est là justement que des 6,5, ça peut être vraiment intéressant parce que là, t'es 4 à payer un 6,5 à 2000$.
c'est quand même bien 500$ par mois. C'est pas abordable, ça? Moi, je trouve ça très abordable. Ouais, puis au Québec, on est gros dur. Tu sais combien il y en a qui chialent sur le prix du loyer, sauf qu'ils ont tout le temps l'iPhone flambant neuf de l'année. Ils se promènent dans un char flambant neuf aussi. Tu sais, la fille a une petite sacoche Gucci. Tu sais, c'est comme. Le monde, il chiale tout le temps que c'est cher, mais c'est juste parce que c'est une place, peut-être que tu as moins le goût de mettre ton argent, mais tu sais, clairement, ça ne veut pas te dire que c'est pas abordable. C'est juste que tu es habitué d'avoir peut-être un trop gros train de vie. Puis là, ben, on rattrape le reste du marché canadien. Puis, puis c'est sûr que pour certaines tranches de la population, c'est clair qu'il y a vraiment un problème d'abordabilité. Tu sais, ça, j'en suis entièrement d'accord, mais je pense que là, c'est le fun de voir aussi que la CHL, comme on a vu ce matin, est en train de mettre des choses en place, le gouvernement met des choses en place pour aider, parce qu'essentiellement, c'est un problème qui peut davantage être réglé par l'État. Bien sûr, avec notre aide, le privé, mais ça reste que ce n'est pas le privé qui peut régler ce problème-là. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, je pense que d'avoir une créativité non seulement dans des choses un peu plus, les arts communes, des choses comme ça, mais aussi une créativité dans la disposition des pièces, puis peut-être de prendre un bâtiment puis de refaire comment que les logements sont faits, c'est quoi le même nombre de logements, ça peut être effectivement des opportunités intéressantes. Mais parce que le mode de vie, c'est à considérer quand même. Là, comme tu dis, on fait des projets, puis on a pas notre loupe, mais on a nos lunettes, puis on regarde, bon, ben, peux-tu m'en sortir dans 8 mois? Je fais-tu mon leverage dans 9, dans 10, dans 12, j'ai un privé et tout, mais comme tu dis, l'effet Friends, je ne sais pas si Christian a déjà un trademark là-dessus, mais c'est vrai que le mode d'habitation, j'ai un de mes amis d'enfance qui est venu chez nous durant le temps des fêtes. Je ne sais pas, j'ai le droit de dire ça, je pense que oui maintenant, mais en autant que vous n'étiez pas plus que 20 d'Inde inclus. Dans chaque pièce. Les fenêtres étaient ouvertes. Oh, oui, bien sûr, avec les manteaux. Bon. Comme dans les classes. Parle-moi pas là-dessus. Puis, c'est ça, ce qu'il me disait, c'est que lui, il regardait pour déménager avec sa blonde. Ils n'ont pas d'enfant encore, mais qu'il y a des grandes tours dans le coin où lui est. Puis, qu'il y a des familles, en fait, qui s'installent là, qui ont un parc à l'étage, que tu sors à l'extérieur, puis que le parc est comme sur une espèce de galerie coursée, ou en tout cas, mettons, 25 étages plus haut, puis que tous les enfants sont là, qu'il y a une garderie commune. Fait que c'est carrément un autre style de vie, mais est-ce que peut-être même ça va être la suite de l'après-COVID, de bon, on a chacun été dans nos pantoufles chez nous, mais là, finalement, on a le goût de resocialiser, comme tu disais. Est-ce qu'on va revivre les années folles? Tu sais, certains disent ça, on va revivre les années folles, de voyager, de faire le party, de faire des affaires. Fait que, tu sais, oui, des fois, ça paraît super macro, mais quand on rénove un building, qu'on met 4, 5, 6, 700 000, puis qu'on est donc content de l'avoir amorti sur 40 ans, il faut que ça fasse partie de nos pensées, parce que dans le fond, les layouts de nos appartements, ils sont adaptés pour des dizaines d'années à venir. Là. Mais ça se fait à Vancouver depuis longtemps. Moi, mon cousin a vécu dans une colocation, c'était une maison gigantesque où ils étaient 12 à l'intérieur. Puis il y avait, je ne sais pas combien de chambres, etc. C'était une maison, je pense qu'il payait 7 ou 8 000 $ par mois. C'est un prix astronomique, mais tu le divises par 12, ben, c'était beaucoup plus abordable qu'un 3,5 dans le centre de Vancouver. Et puis, ils étaient centrales dans une maison architecturale incroyable, etc. Donc, ça se fait. Là, je ne compare pas à l'Europe. Là, on parle d'une ville canadienne majeure. C'est clair. C'est quoi le marché? Ce serait quoi le secteur ou le quartier, si vous avez à faire un choix, qui vous excite le plus dans votre marché? On va commencer par les gars de Montréal. Denis, vas-y donc. Moi, j'ai des critères qui sont très spécifiques, mais j'aime le centre-ville, Ville-Marie, j'aime les vieux immeubles, j'aime aussi les immeubles peut-être un petit peu plus récents, mais qui sont proches de métro. Et puis, ce que j'aime beaucoup, moi, c'est densifier. Donc, agrandir, regarder les règles de zonage, monter des étages, agrandir la bâtisse, etc., tout en gardant un cachet vraiment architectural. Donc, je serais comme Ville-Marie, Rosemont, Verdun. Ce serait mes trois quartiers de prédilection. Lequel? Oui, bien, nous, pour le courtage immobilier, tu sais, on est là pour faire la transaction, pour avancer le dossier. Donc, depuis le COVID, ce que je remarque, c'est que le taux de vacances est très, très bas pour, surtout à Montréal et à Laval, disons, surtout pour les logements qui sont comme plus grands, tu sais, les 3,5, 4,5, 5,5. Donc, je trouve que sur mes inscriptions, à moi, j'ai beaucoup plus de demandes du côté acheteur-investisseur. Parce que là, les locataires veulent avoir l'espace pour faire leurs appels Zoom, pour avoir un petit bureau, tout ça. Donc c'est que, comme on s'en fout du secteur, tout ce qui est sur l'île, Montréal, tout ce qui est à Laval, il y a la demande pour côté locataire, il y a la demande côté investisseur. Donc, tous les secteurs, on les adore, mais il faut juste être sûr qu'on les price comme il faut, bien sûr.
parce que du côté de demande acheteur, demande locataire, on remarque depuis 2 ans qu'il y avait plus de c'est sûr que si c'est à McGill-Ghetto, si c'est comme près de l'université, c'est une autre chose. Mais pour les logements, en général, c'est comme les 3, 4 et 5, on trouve qu'on peut les faire bouger plus rapidement que versus des plus petits logements. Super. Pierre-Louis, à Québec, tu es un gars qui connaît, tu connais le marché locatif de Québec. Là, tu baignes dedans carrément avec ton kit de scaphandre là, depuis longtemps. Moi, Québec, je suis très Saint-Sauveur, Saint-Malo, ça c'est un spot que j'aime beaucoup. Montcalm, c'est un secteur que je regarde beaucoup. Puis sinon, Saint-Roch, mais Saint-Roch entre la côte de la Haute-Ville et le boulevard Charest. Le Haut-Saint-Roch, là, qui est comme plus l'ancienne gare d'autobus, je ne sais pas si les gens ils connaissent, là, mais très, très, très secteur familial. C'est mon type d'investissement là, que je recherche en ce moment. Ouais. Excellent. Olivier? Moi, je dirais que tous les secteurs sont bons. Ça dépend comment qu'on les aborde, puis ça dépend évidemment de ce que tu veux faire comme projet. Mais c'est sûr que nous, on aime beaucoup la lignée Montcalm, Saint-Sacrement, Sainte-Foy. Je sais qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui aiment vraiment justement Saint-Sauveur. Nous, c'est moins notre créneau un peu. Là. Je ne dis pas que c'est pas un bon secteur, mais comme je dis, ça dépend vraiment de c'est quoi ton profil, c'est comment que tu abordes ton marché. C'est surtout ça qui vient. Vous êtes parti un peu, ça me fait penser à ça, mais vous êtes parti un peu au départ. Là, vous étiez beaucoup Limoilou, Mézeray, Ouais. Enfant Ouais. Jésus. Oui, puis je trouve que justement, il y a eu beaucoup de monde à Mézeray qui se sont mis à faire de l'optimisation, puis on dirait que c'est comme s'il y a comme un degré d'optimisation qu'un secteur peut prendre. Puis là, on dirait que c'est comme saturé un peu, là, parce que tu sais, avant, exemple, si tu faisais des beaux logements à neuf dans ce coin-là, puis il y avait juste toi qui étais là, ou pas beaucoup de monde. Là, il y a tellement de monde que c'est comme si, tu sais, il y a un petit peu une perte d'engouement dans ce secteur-là. L'ARS, je trouve que dans ce temps-là, c'était moins bon, ça commence à être mieux. Fait que c'est comme si ça bouge tout le temps. Là. Ça dépend C'est pour ça qu'il faut être à l'affût tout le temps de ce qui se passe, parce que ça peut bouger vite. Là. Exact. Mais tu sais, comme je dis, il n'y a pas de moins bon spot. Tu sais, s'il y a un bon deal à la Mézeray, on va l'acheter pareil, mais tu sais, c'est sûr que. Mais ça t'excite moins que, là, mettons, 2-3 ans. Oui, exact. Montcalm, c'est le coup sûr de Québec, là, comme ça a toujours été un peu comme un Outremont à Montréal. Là, tu peux pas vraiment te tromper là, dans ces coins-là. Là. Mais le prix d'entrée, quand tu n'es pas habitué à ça, il est élevé. C'est sûr qu'au début, tu trouves que quand tu étais à Limoilou, tu regardes Montcalm, tu dis c'est cher. Mais ça dépend. Ouais, c'est ça. C'est vrai que Limoilou, il y a de l'action aussi, puis c'est parce qu'il y a de l'inventaire sans bon sens dans le multilogement. Fait que c'est pour ça que la plupart du monde qui commence à Québec, quand ils veulent du volume puis ils veulent en regarder beaucoup, ben, ils prospectent beaucoup à Limoilou. Là. Mais Kevin, tu vas-tu représenter pour le 8-3? T'es un gars de la Rive-Sud, t'es un gars de la Rive-Sud comme moi, Rive-Sud de Québec. Ah, j'étais pas parti pour répondre ça, mais non, mais j'en ai fait un projet. J'avais parlé en RSC avec toi, j'en ai fait un projet pendant la meute à Saint-Romuald qui moi-même, venant de Saint-Jean-Chrysostome, pour moi, Saint-Romuald, c'était correct / ghetto dans le coin du parc Lavoisier. Puis je reste poli, mais puis finalement, la dynamique a tout changé avec le méga centre. Encore. Ouais, c'est ça dans ce coin-là. Shout-out à mon chum Billy Liang. Fait que tu sais, ce coin-là a changé avec le méga centre, le Costco et tout. Fait que moi, ça avait été un très bon projet, mais moi, dans les secteurs qui m'excitent le plus encore, c'est encore Limoilou, mais c'est le vieux Limoilou. Tu sais. Pour les projets qu'on a fait en optimisation, je trouve que je m'amuse à dire le petit plateau là, de Limoilou. Proche des pièces d'auto nordiques, mettons. Ouais, 3e avenue, parc linéaire, dans le fond, quartier Brébeuf, tout ce qui est près de tout ce coin-là. Tu sais. Moi, je garde mes annonces actives là pour louer ailleurs souvent. Puis, tu sais, je réussis à ramener les gens, mais tu sais, j'ai 10 fois le volume de demande dans un projet fini là, pour, mettons, les 5-6 mois d'après pour d'autres projets. Fait que, en tout cas, moi, je pense que Vieux Limoilou a encore énormément la cote. Puis c'est vrai que les marchés autour, Lairet, Mézeray, puis le bas de Limoilou, un peu moins hot, un peu plus de gens. Puis, en tout cas, pour ce que moi je fais comme optimisation, ça se prête plus au Vieux Limoilou. Vous voyez sur Centris le deal du siècle. OK? Wow! Incroyable! Le TGA est incroyable là-dessus. Le prix est alléchant. Dans quel secteur
vous évitez ce deal-là ou vous vous posez de sérieuses questions à savoir si c'est vraiment un deal? Montmorency. J'allais dire Vanier, mais Ouais, c'est ça. je vais pas penser au Vanier. Mais je pense que Vanier. C'est une très bonne réponse. Ouais. C'est une très bonne réponse. On le voit beaucoup dans les groupes de discussion, des fois, des genres de semi-pocket listing qui sortent, là, puis là, on se dit « Hey, c'est donc même pas cher de la porte, le TG est donc même élevé. » Puis là, tu fais comme « Ouais, mais est-ce que tu sais, c'est souvent du monde qui sont pas de Québec. Puis là, ils vont voir ça, puis là, ou même, des fois, c'est même un peu plus loin, là, des fois, c'est Beaupré, puis t'es comme Ouais, mais est-ce que tu sais c'est où, Montmorency puis Beaupré? T'es-tu déjà allé. Tu sais, t'es-tu déjà allé faire un tour au bingo des chutes, là? À 2 h de l'après-midi ou même à 8 h du soir, c'est ça. Ça reste que c'est un potentiel qui est peut-être plus dur à développer. Hein. Mais par contre, peut-être qu'avec le projet fédéral là, des berges jusqu'aux chutes, le jour que ça va être mis en branle, peut-être que justement, c'est là où ce que tu vas dire, maudit, j'aurais donc dû. Mais... Un peu comme le play de Saint-Sauveur. Là. Moi, c'est un play que je colle depuis longtemps. Le maire Labombe qui n'est plus là, qui est plus le maire, mais c'était son chouchou un peu. C'est pour ça qu'il avait refait d'ailleurs le boulevard Charret. C'était parce qu'il voulait faire un peu ce qui s'est passé à Limoilou dans le quartier Saint-Sauveur. Puis je pense qu'il y a quand même une bonne partie qui a été faite. Saint-Vallier-Ouest, avec les petits restos, avec certains gros projets qui ont levé aussi. Là. Exactement, ou le parc du Rocher, tout ça. Là. Ouais. Puis c'est très familial. Puis la communauté des gens qui habitent le quartier sont très tissés serrés. Ils amènent des festivals, ils amènent la nourriture avec les restaurants, ils barrent les rues. Fait qu'il y a vraiment il y a de quoi de festif là, au niveau Saint-Sauveur. Kevin, là, tu représentes pas bien la Rive-Sud de Québec. Là. OK, tu t'attendais. C'est pour ça que je suis sur le panel. Ta réponse négative, il fallait que ça soit sur la Rive-Sud de Québec aussi. Là. Sur la Rive-Sud de Québec, écoute, je vais peut-être te surprendre. J'allais dire Lévis. Lévis, centre-ville, moi. Lévis, c'est rendu loin. Là, c'est comme si Québec a bougé au pont vers Sainte-Foy, mais c'est pareil, on dirait à Lévis. Malgré qu'il y a des projets d'ampleur à Lévis, là, il y a des gros développements, projets Humano avec CSB, tout ça. C'est une ville, écoute, ça a gagné des prix de développement dans les dernières années, mais en tout cas, moi, personnellement, je trouve ça loin des ponts, qui est vraiment la place où j'ai mes immeubles et moi-même, je réside. Beaucoup plus que quand tu vas, mettons, vers soit passer le Vieux-Lévis, vers ce qu'on appelle le quartier Bienville. Bienville, Lauson. Là, tu commences à être... Ouais, c'est ça. Fait que tu sors de ça. Mais en périphérie des ponts, honnêtement, Saint-Nicolas, Saint-Romuald, Saint-Jean, même Saint-Rédempteur, Saint-Étienne, Saint-Apollinaire, où moi je reste, écoute, je pense que c'est la ville qui a le plus gros développement. Je ne veux pas dire parmi la province, mais pas loin. Puis les loyers, ça pousse. Fou. C'est vraiment malade. Fait que j'ai pas nécessairement de secteur. Je t'aurais dit il y a quelques années Saint-Romuald parce que j'avais la vision de quand j'étais jeune. Mais la réalité, comme je disais tantôt, c'est que ça a complètement changé avec les développements majeurs autour. Là. À Montréal, les boys? Donc, je pense qu'avec le cap rate, il faut toujours regarder, il faut être toujours prudent de notre côté, comme certaines fois, comme les clients téléphonent, de savoir c'est quoi le cap rate. Il faut toujours regarder le cap rate avec le potentiel aussi. C'était pas comme... donc, c'est pour ça comme... le cap rate ajusté, là. Exact. Exact. Il n'y a aucun secteur qui nous fait peur. On a vendu des blocs dans n'importe quel secteur, mais il faut juste être sûr qu'on est réaliste avec... tu sais, comme... Si un édifice est une nouvelle construction, il y a moins de potentiel, moins de jus. Lui, il va se vendre pour un cap rate qui va être plus haut, tu sais, puis versus un autre qui est au centre-ville, où tous les loyers sont avec potentiel à 100%. Là, le cap rate va être bien plus bas. C'est pour ça que quand on regarde le cap rate, ça, c'est comme, on va dire, c'est quelque chose qu'on peut regarder, mais on regarde tous les angles pour être sûr qu'on parle comme il faut avec le pricing et le potentiel et le vrai prix de vente. C'est pour ça qu'il faut regarder le cap rate avec tout le restant des données aussi avant de faire une décision de côté courtier, côté acheteur, et aussi pour être sûr qu'on explique tout ça comme il faut pour le vendeur aussi. Super. Denis, y a-t-il un endroit qui te ferait plus hésiter, mettons? Si tu me parles d'un cap rate au-dessus de 4, c'est une aubaine. Donc, non, mais il n'y a pas de... Sérieusement, ça dépend toujours du risk-reward. C'est vraiment d'identifier. Puis s'il y a un endroit où il y a un cap rate qui est plus haut,
encore une fois, un cap rate modifié, mais allez sur place, allez vivre un petit peu, allez au dépanneur du coin pour savoir c'est qui le type de personne qui va dans ce dépanneur-là. Renseignez-vous à la ville parce que des fois, ça peut être une super opportunité. Et puis là, personne ne va à la ville pour voir c'est quoi les développements qui sont déposés, par exemple, des gros joueurs qui vont dire, ah ben tiens, ou même le plan quinquennal du maire ou de développer ou quoi que ce soit. Puis là, on se rend compte dans un secteur où les cap rates sont très, très hauts et puis qui a une réputation, par exemple, on va dire Montréal-Nord ou n'importe quoi, il y a une réputation qui est peut-être pas exceptionnelle, mais allez à la ville et puis là, vous allez vous rendre compte qu'il y a des promoteurs qui développent des 50, 75, 100 logements, des morceaux de rue entiers, par exemple, dans les autres extrémités de l'île, mais à Vaudreuil ou quoi que ce soit, il y a Amazon qui arrive. Il y a le centre de distribution d'Amazon, il y a le centre de distribution de FedEx, et puis ça, il faut se renseigner. C'est sûr que une fois que c'est monté et qu'il y a toutes les big whales qui ont déjà monté des tours, etc., ben là, le cap rate, il réduit, mais il y a des opportunités que vous pouvez voir. Et puis tout ça, c'est public. Donc, c'est clair. Puis, je pense qu'il ne faut pas oublier aussi, des fois, il faut être en anglais, on appelle ça un contrarian. Je ne sais pas c'est quoi ce serait quoi la bonne traduction en français, là, mais tu sais, un peu, il ne faut pas avoir peur d'être contre-courant parfois. Puis, tu sais, je pense que j'en suis un peu l'exemple, là, pas pour me lancer des fleurs, mais pas du tout, là, mais, tu sais, moi, je suis allé investir dans un endroit où les gens de la place disaient « Va pas jamais investir là. » Tu sais, c'était l'équivalent de Montmorency à Québec ou peut-être Montréal-Nord ou, mettons, les avenues à Laval. Tu sais, ça ressemblait à ça. Puis, je suis allé là, pareil. Ça reste qu'il faut que tu rentres dans ces marchés-là, peut-être soit basé, comme tu viens de dire, Denis, sur des informations un peu avant-gardiste ou un peu peut-être presciente, mais aussi peut-être il faut que tu rentres avec une autre stratégie. Tu sais, comme moi, j'ai rentré avec une stratégie qui est maintenant fameuse grâce aux médias et à mon vlog, une stratégie de Monsieur Monopoly, mais essentiellement, je suis allé acheter tellement d'immeubles dans un secteur. Je pense que c'est quelque chose, tu sais, Pierre-Livre l'a dit tantôt, je pense que si je serais resté à Québec, sûrement que j'aurais fait la même chose, peut-être à Montmorency, peut-être même dans certaines parties de Vanier ou Saint-Sauveur. Donc, je pense que le point est bon, là, Michael l'a bien dit. Il n'y a pas de mauvais secteur, mais il y a des mauvaises stratégies et des mauvaises perceptions. Puis comme investisseur, plus qu'on peut rester à l'affût puis garder un esprit ouvert puis pas tomber dans des croyances populaires, mais c'est là qu'on est capable aussi de tirer notre épingle du jeu, même dans les marchés qui sont têtes comme présentement. Ouais, ça bouge, en fait, de tout ce qu'on vient de dire, les 5, les 6, c'est que ça bouge, puis c'était pas pareil il y a quelques mois, quelques années que celle-là. Fait que d'où l'intérêt de se tenir au courant, puis même d'essayer d'aller chercher puis creuser des informations, comme tu dis, Denis, avant que le TGA et les ventes représentent déjà, en fait, que l'arbitrage soit fait et qu'il soit reconnu, là. Fait que... Il ne faut pas oublier que, tu sais, je veux dire, le plateau Montréal a déjà pas été une belle place. Tu sais, le Milex, la Chine, Verdun, ça a déjà été des places assez épeurantes. À Québec, tu sais, Limoilou, les tatous, là, je veux dire, moi, je me rappelle quand je suis revenu au Québec à l'âge de 10 ans des États-Unis, là, Limoilou, c'était ghetto, là. Tu sais, t'avais Limoilou Stars, t'avais Limoilou, les tatous, c'était l'endroit des gangs de rue de Québec, des motards. Nous, on avait un immeuble là, début 2000, là, la 3e avenue, là, c'était dur. Là. Hey, c'était dur, certain. Moi, j'avais un immeuble, un triplex avec un commerce. Puis, tu sais, les seules personnes qu'on arrivait à avoir, c'était genre des vendeurs de statues ou des trucs. Écoute, c'était toujours en train de fermer boutique. Là. Non, mais c'est vrai. Ça, je le dis souvent, c'est un marathon, l'investissement immobilier. Là. On a tendance à être beaucoup trop narrow-sided, on a trop de vision court terme. L'investisseur immobilier moyen aujourd'hui, là, tu lui parles le long terme. Puis, la vérité, là, on va être honnête, c'est 5 ans long terme pour la part des gens. Là. La part des gens, là, 5 ans, c'est long, ça. Mais tu sais, 20 ans, c'est pas long dans la carrière d'un investisseur. Puis, le changement peut être absolument drastique en 20 ans, comment un quartier peut changer. Là. Mais Nicolas, quelque chose, on vient de faire une transaction avant quelques mois qui avait closé
là, l'investisseur, parce que vous savez que quand on parlait pour les créanciers, eux autres, ils préfèrent signer un terme de 10 ans pour l'hypothèque. Tu sais, en plus, maintenant, avec la SCSA, ils ont des programmes où, si vous regardez les loyers, comme on m'a dit 40% des loyers plus bas que 1000 pièces, 1100 pièces. Donc, il faut juste pas oublier que si quelqu'un signe un terme de 10 ans, OK, Ouais. s'il change d'idée au cours de route, donc nous, on a fait des transactions où il y avait un terme de 10 ans et il restait encore 7 ans sur l'hypothèque, mais il fallait faire une vente de transaction. Donc là, donc la pénalité était, on parle d'un montant qui était plus que 7 chiffres pour payer la pénalité au créancier. Ouais, pénalité, ouais. Oui, juste être sûr que comme si quelqu'un veut vraiment signer un terme de 10 ans, il faut qu'il comprenne vraiment que 10 ans, là, c'est très long d'immobilier. Parce que si on a une carrière de 40 ans dans le domaine comme investisseur, disons, et là, un quart de ça, c'est poigné avec une hypothèque. Donc, juste être sûr qu'on planifie ça comme il faut. C'est clair, il ne faut pas qu'il y ait de mismatch entre ta stratégie et ton financement. Exact. Ça, c'est sûr et certain. Je crois, de ce que je vois, c'est comme ça fait plus ou moins 20 ans qu'on fait ce métier, je pense que si il veut signer un terme, 5 ans, ça a été un winner à date. Tous ceux qui ont signé plus que 5 ans, ça des fois leur vie change et là, la pénalité est énorme pour leurs créanciers. Mais je pense que la raison aussi pourquoi que, le monde et les investisseurs immobiliers ont une vision plus court terme, c'est que la majorité du monde en ce moment, ils voient toujours leurs achats comme un projet. Fait que tu achètes, mettons, puis là, tu essaies de bien gérer l'immeuble puis d'augmenter la valeur quand même rapidement. Tandis que la méthode traditionnelle, d'habitude, de faire l'investissement immobilier, c'est de trouver, bon, ben, exemple, il y a telle chose qui va se passer à ce place-là, il va y avoir un afflux de personnes, il va y avoir plus de demandes, fait que les loyers vont monter, ça va s'apprécier. Fait que, je pense que c'est justement ça l'idéal, c'est quand tu es capable de matcher un peu ces deux visions-là. C'est que tu t'en vas dans un spot où ce que tu penses, ça va déjà s'apprécier tout seul. Puis en plus, tu as une vision de projet pour amener le projet le plus loin possible. T'sais. Mais c'est difficile quand même de faire ça. Ouais. C'est comme tu parlais de Montmorency, si tu y vas avec la méthode, j'achète toute la rue, puis je fais le projet d'un coup, il y a des chances que ça fonctionne. Sauf que si tu dis, je vais acheter un bloc à Montmorency, je vais le rénover, puis je vais louer tous des beaux 4,5 à 1500 pièces. C'est sûr que ça marche pas, là. C'est impossible. C'est sûr. Le premier va être tough. Mais ça revient au parallèle un peu aussi que tu dis souvent, Nicolas, de mentalité consommateur ou investisseur. Tu sais, dans la vie, les gens, pour eux-mêmes, puis leur projet personnel, on n'est jamais au-delà de 5 ans dans la vie. Là. Tu sais, la vie, c'est des cycles de 5 à 7 ans, que ce soit professionnel, amoureux, amitié, vie, maison, tout ça. Fait que, il faut toujours se projeter plus loin. Puis là, comme Michael disait, tu dis les mismatchs de financement. Ben là, on sait qu'on a pogné des planchers. En fait, on savait qu'on était au plancher depuis un bout. On se fait tout là-dessus. Là, on sent que le tapis glisse en dessous de nos pieds. Fait que là, les gens vont s'asseoir sur des plus gros amortissements, plus longs, tout ça. Mais si tu t'es planté dans ta stratégie ou dans ton type d'immeuble ou ton secteur, tout ça, ça se peut que tu trouves le temps long. C'est là qu'il faut aussi reculer. Puis ça, c'est un bon exemple de ce qu'il faut des fois reculer un peu, puis revenir au long terme, puis de pas tomber dans le court terme. Parce que, tu sais, comme là, on a la discussion qui sort ces temps-ci en immobilier, c'est « Ah, là, les taux sont en train de remonter, Hey, tu sais, reculons, là, puis regardons les taux, là, mettons, sur 60 ans, là, on est au plancher encore, là. Puis même s'il augmente encore de 50 points de base, hein, on est encore au plancher. Vous allez me dire, ouais, mais les TGA sont au plancher aussi. Je comprends, mais il ne faut pas oublier aussi que quand tu fais une optimisation, une rénovation, un TGA bas t'avantage parce que ça a un effet multiplicateur. Tu sais, le même dollar d'augmentation de loyer, un TGA de 6% puis un TGA de 3%, là, j'aime bien mieux avoir le marché à 3%, même si possiblement mon hypothèque m'a coûté un peu plus cher. Tu sais. Puis, tu parlais, Nick, d'être contrarian, là, mais justement, les taux sont en train de remonter, mais pour combien de temps? Exact. Puis, c'est dur à dire. Moi, tu vois, en tout cas, dans ma lecture, moi, je suis pas convaincu qu'ils vont monter tant que ça encore. Probablement encore un peu, effectivement. Ah, c'est clair. Mais dans les prochains 2 ans... On n'a pas de boule de cristal. Il n'y a personne qui a une boule de cristal, puis on peut tous avoir pas raison. Moi, personnellement, c'est vraiment mon opinion personnelle, c'est pas comme mon opinion d'analyste ou PDG d'Emrex, mais mon opinion personnelle, c'est qu'avec les infos que je vois aujourd'hui, ça peut changer d'une journée à l'autre, mais ce que je vois jusqu'à date aujourd'hui, moi, je pense que les taux vont monter peut-être encore cette année, peut-être encore pendant 10, 12 mois, mais tu sais, moi, je vois pas de croissance dans nos économies présentement. Puis la corrélation entre l'augmentation des taux d'intérêt et la croissance est beaucoup plus forte que la corrélation entre les taux d'intérêt et l'inflation.
C'est quelque chose que très peu de gens savent parce que les médias font juste comme propager l'espèce de mythe que les taux d'intérêt, c'est l'inflation. C'est pas vrai, ça. Le data historique ne montre pas ça. Puis en plus, on est dans un moment de l'histoire qui est comme déconnecté du dataset historique moderne. Fait qu'on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Non. C'est pour ça que je pense qu'il faut rester à l'affût, essentiellement. On peut essayer de prédire autant qu'on veut, mais l'important, c'est, d'ailleurs, je félicite les gens qui sont à l'écoute présentement, de rester à l'affût dans des événements comme ça, de continuer à s'éduquer, de travailler avec des professionnels comme Mickaël, justement. Je pense que c'est le meilleur remède. Puis de continuer à être actif. Parce qu'une chose que je répète depuis longtemps, un de mes bons amis aux États-Unis, il avait un portefeuille de plusieurs milliers de portes. Il a tout vendu en 2014 en croyant que tout allait cracher. Ça fait... Là, il vient de rembarquer dans le marché. Ça faisait 8 ans, je disais, qu'est-ce que tu fais? Si tu n'es plus investi dans le marché, tu n'es pas un investisseur. Fait que ta stratégie, tu dis, est conservatrice. Elle n'est pas conservatrice, elle est inexistante. Tu n'es pas un investisseur. Tu n'es même plus dans le game. Essaye de rester dans le game. Au pire, limite ton risque d'un point de vue, que ce soit le levier, que ce soit d'un point de vue de nombre d'acquisitions. Mais je pense que le truc, ça revient à ça, c'est que c'est une game long terme, l'immobilier multilogement. C'est pas un get rich quick. Fait que essaye de rester dans le game puis de protéger ton downside. Puis je pense que c'est comme ça que tu vas pouvoir être client de Mickaël pour encore 20 ans. Mais c'est un très bon point de ça que vous avez fait parce qu'on voit aussi, nous, de notre côté aussi, comme on regarde toujours l'activité que l'investisseur a faite parce qu'on remarque aussi, même avec le côté financement, ceux qui sont des investisseurs actifs, ceux qui sont à chaque année, à chaque 18 mois, ils vont acheter quelque chose, ils reçoivent l'hypothèque bien plus rapidement avec leur créancier, parce que le créancier le connaît. Puis en plus, ils savent le marché locatif actuel. Et là, on remarque qu'ils reçoivent des prêts plus favorables versus d'autres. Donc là, ça a le dossier pour le côté vendeur, ça a le dossier pour le côté investisseur. Donc c'est pour ça, comme ce que votre ami avait fait, de vendre tout son parc immobilier, d'avoir rien, de réentrer après. Et ça va lui prendre probablement 2-3 ans de réétablir. Donc, puis toi, comme courtier qui a une bonne position dans le marché, je veux dire, si la personne, t'as jamais entendu parler de cette personne-là puis qu'elle n'a pas fait de transaction depuis 10 ans, même si elle dit qu'elle est active et qu'elle est sérieuse, t'as pas vraiment de social proof qu'elle l'est. Mais c'est pas juste ça. C'est à cause que aussi, comme le problème qu'il va avoir aussi, c'est que s'ils n'ont rien acheté durant les 2, 3, 4 dernières années, ils vont avoir ils vont pas avoir leur place dans le marché. Ouais. Donc, là, mais ça veut dire que tandis que les investisseurs qui sont actifs à chaque année, ils savent les taux, ils savent le loyer, ils savent le marché. Donc, ça veut dire que nous autres, ce qu'on ne veut pas, c'est qu'on ne veut pas qu'ils le mettent sous contrat. Après ça, pour une raison banale, ça tombe à l'eau. Là, ça veut dire qu'on a fait perdre le temps pour les locataires, pour les visites, le vendeur, nous-mêmes aussi, même ça défend les créanciers. Donc, c'est pour ça qu'on essaie vraiment d'être sûr qu'on choisit l'investisseur comme il faut pour que quand c'est sous contrat, il n'y a pas de surprise après et que ça va en notaire. Donc, ouais, comme tu dis, ça déconnecte du marché. Puis peut-être pour ceux qui nous écoutent et qui se disent justement, les taux montent. Fait que, pour ceux qui paralysent par analyse, ils disent OK, les taux montent. D'abord, j'ai manqué la vague, c'est plus le temps, puis j'investis plus. Peut-être dire, parce que j'ai ce flash-là, Pierre-Ly, je voyais ta face quand on parlait des taux plus bas. L'immeuble que je suis allé visiter à ta famille, que tu disais ce que ton père, justement, a fait avec le logement au rez-de-chaussée pour contrer. Tu peux peut-être le dire aux gens pour qu'on se rende compte qu'on est dans un... C'est le premier immeuble que mes parents ont acheté en 1984 avec des taux d'intérêt à 18-20%. Puis mon père, dans ce temps-là, il avait fait 2 studios illégalement. Là, il n'est pas allé à la ville, pas de permis, tout ça, juste pour contrer le taux d'intérêt. Tu sais. Puis ça a été l'effet levier. Tu sais. Puis même chose, tu disais, moi j'investirais dans un coin, mais mon père, en 96, il était sur le CA des Jardins dans le temps que c'était hot. Puis il a acheté une reprise de finances, 2 piqueries de la SCHL, 30 000 $, je ne dirais pas sur quelle rue, là, mais 13 logements dans Saint-Roch. Puis collé sur le mail Saint-Roch, puis l'allié... Tu dis 30 000 $? 30 000 $, ouais, reprise de finances. On a mis environ 200-300 000 d'investissement. Puis ensuite de ça, aujourd'hui, ben, ça vaut 1,6, 1,8 environ. Là, tu sais. Fait qu'on parle de 20 ans, 30 000. Fait que, tu sais, l'effet du temps, le marathon,
moi, j'y crois, je l'ai vu, puis c'est pour ça qu'on en profite aujourd'hui. C'est familialement aussi. Là. Puis s'il y a un truc que je peux rajouter là-dessus, tout le monde cherche les licornes de j'achète, je fais des travaux, je refinance, je ressors toute l'équité, voire plus. Mais moi, je fais toujours la mentalité de se dire, imaginons que tu achètes un immeuble, tu mets toutes tes rénovations, ton immeuble à la fin, il vaut 6 millions, puis là, je ne sais pas, tu refinances et tu es 300 000 short. OK? Puis là, des gens ils disent non, c'est pas un bon deal. Mais pense-y, imaginons demain matin, sur le marché, tu avais un immeuble où tu pouvais mettre 5 % de mise de fonds sur la valeur économique, là, je ne parle pas de la valeur marchande. Là. Est-ce que tu l'achèterais? Tout le monde l'achèterait. Ben oui, tout le monde l'achèterait. Parce que les gens, ils pensent court terme, ils ne pensent pas à de long game. Donc, en gros, ce qu'ils font, c'est qu'ils se disent ah, mais non, je laisse 300 000 au refinancement sur 6 millions. Oui, mais comme, regarde dans l'autre sens. Et puis, au pire, dans 5 ans, tu vas le récupérer 5 fois ton 300 000. Mais pense comme si tu l'achetais, cet immeuble-là. Est-ce que quelqu'un te l'achèterait avec 300 000 de mise de fonds, un immeuble de 6 millions pour la valeur économique? Tu achètes un immeuble à Montcalm ou à Outremont avec 5 à 7 % de mise de fonds. C'est clair que tu ferais ça demain matin. Sur la valeur économique, même pas sur la valeur marchande, je parle sur la valeur économique. Donc, t'imagines que c'est sûr que tu le ferais. Donc, il faut avoir des fois aussi être tenté sur le marché en se disant, bon, faire attention à nos attentes, en fait. Voilà, si au refinancement, je laisse 50 000, 100 000, oui, ça freine un petit peu ta croissance, mais pense long terme. Les gens, ils regardent des fonds de pension sur 40 ans, mais ils regardent les immeubles sur 12 mois. Donc, c'est juste ça. Extraordinaire. Ben, écoutez, merci beaucoup, messieurs, pour cette belle discussion. Je pense que ça a été un panel fort enrichissant pour les gens qui ont été à l'écoute. Je vous remercie énormément d'avoir été présent avec moi et d'avoir partagé autant. Je pense que c'est important qu'on contribue à l'intelligence collective du marché le plus possible. Ça vous a déjà servi. Si ça sert à d'autres, ben, tant mieux. J'apprécie énormément votre présence ce soir, les 5, et je vous souhaite beaucoup de succès dans le futur, en espérant vous revoir comme invité dans un futur forum ou événement au Collège MREX. Merci, monsieur. Merci. Merci. Bye tout le monde. Bye bye.